questionner. Il faut interroger l'Afrique dans sa composante socio-culturelle et même politique pour comprendre ce continent, berceau de l'humanité, jamais relevé et certainement jamais livré dans sa totalité. C'est certainement la très grosse mission que s'est fixée cette émission. Mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur Tribune Africaine. Ça se passe sur ABK TV. Deux grands panélistes autour de cette table pour débattre des questions liées à l'actualité africaine, pour décortiquer, pour soumettre ces questions je les soumets les questions à leur sagacité pour faire comprendre, pour mieux faire comprendre nos auditeurs. Les invités que je présente tout de suite, j'ai à ma gauche, si c'est ma gauche, oui, j'ai à ma gauche M. Serge Yanou. Vous êtes, comment est-ce que vous semblez dire, Serge Yanou, ces écoles-là qui recrutent à la fois et les enfants des victimes et les enfants des Boko Haram encore opérationnels sur le terrain et tout le monde pour faire revenir à une espèce, pour faire comprendre que la guerre est inutile. En fait, c'est ce que vous semblez dire. Bien sûr, Albert, comme Clément le disait tout à l'heure, Boko Haram, c'est une difficulté et Oui. c'est un problème pour les États. C'est un obstacle. Un très grand obstacle. Oui. Aujourd'hui, il vous l'a dit tout à l'heure, on a augmenté le budget du ministère de la Défense. Ça suppose que ce n'est pas un petit problème. Alors, en augmentant ce budget, il faut maintenant maintenir la sécurité, il faut maintenir la paix. Pour maintenir la paix, il faut en même temps, parce qu'il y a eu des enfants, comme tout à l'heure on parlait des orphelins. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire des orphelins? Il faut maintenant établir une politique d'éducation pour que ces enfants, aujourd'hui, parce que tout à l'heure il le disait tantôt, ces enfants qu'on prend, auditement des 10 000 francs, qui vont en guerre. Alors les États prennent conscience, il y a un mal-être, il y a un mal-être, il y a un très mal-être. Il y a un mal-être, il y a un malaise également. Il y a un malaise également. Oui. Il faut résoudre ce problème dans ces régions les plus retirées. Voilà pourquoi les États vont prendre conscience. Mais moi, je me dis, est-ce que c'était même pas peut-être le bienvenu Boko Haram? Parce que maintenant, ça arrive à des consciences, ça arrive maintenant les États qui veulent la paix, prépare même, qui veut la paix, prépare la guerre, mais préparer quel genre de bord de paix. La paix, c'est d'abord de permettre à ces gens, dans les régions reculées, que nous puissions établir des politiques pour que ces enfants ne soient plus abandonnés et qu'ils aillent vraiment, véritablement à l'école. Qu'on mette des politiques dans les régions les plus retirées pour qu'en fait on puisse obtenir un résultat. Ils ont une manière de gérer leur En pouvoir. même temps que le gouverneur de l'État de Borno State, qui s'appelait Ali Modu Sherif, qui avait signé une espèce de deal avec le Boko Haram. Et Voilà. vous savez qu'au Nigeria, il y a un problème. Ils ont un problème, ils ont une manière, une constitution un peu, bon je vais dire ça comme ça, ils ont une constitution un peu va gauche, va droite, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est un chrétien, demain c'est un nordiste. Alors quand Golof Jonathan arrive, Boko Haram se réveille parce que c'est un chrétien. Boko Haram se réveille. Vous allez constater que c'est sous Golof Jonathan qu'il y a eu beaucoup de crimes commis par la secte islamique Boko Haram. Or, il y avait un conflit. Il y avait un conflit du pétrole dans le sud du Nigeria et Golof Jonathan avait essayé de négocier de sa manière. Mais Boko Haram n'a pas été d'accord avec cette manière de négocier, plus que l'aile radicale de Boko Haram, le leader charismatique étant décédé, étant un homme modéré. Très modéré. Le second étant un radical qui prend la tête de la secte, commence donc à appliquer ce qu'on appelle, j'entends les imams appeler l'islamisme radical, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors des pratiques coraniques. C'est-à-dire vous ne pouvez pas être une secte, vous voulez islamiser les États en leur disant vous ne pouviez parler, on va seulement vous enseigner l'arabe. Il y a quand même des difficultés là-dessus. Nous savons au moins que dans le monde aujourd'hui, vous avez le mandarin et vous avez l'anglais. La Côte d'Ivoire, on en parle encore, avec la reprise il y a quelques semaines, 3 exactement, si ce n'est un mois, du procès de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo. Un procès qui donne des allures du procès de l'Afrique tout entière. C'est ce qu'on devrait dire, Clément Ouefo. Vous savez, franchement, quand je parle de la Côte d'Ivoire, mes poils s'hérissent. Il vaut mieux.
Parce que nous, on est aujourd'hui dans une situation où nous faisons le tribunal des vaincus. On ne peut pas juger Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo, sans juger Alassane Dramane Ouattara et l'actuel président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. C'est pas possible. Et j'ai lu dans un journal sud-africain, Fatou Bensouda, qui se plaignait que la France lui met la pression. En principe, elle disait que le dossier de Gbagbo était vide. Et nous avons vu, pour la première fois dans un tribunal, les gens demander un certain nombre de temps pour aller recueillir les informations. C'est quand même ma responsabilité. Parce que je ne veux pas qu'on me traite de criminel. Je me suis battu toute ma vie, j'ai été emprisonné 9 fois par le pouvoir qui me poursuit aujourd'hui. Depuis que j'étais étudiant, je n'ai fait que faire la prison. Non content d'avoir mis en prison au niveau national, ils vont maintenant déporter ici. Mais pourquoi? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent des gens. C'est pas juste, madame. C'est pas juste. Ils ont un seul objectif qu'ils vous cachent. Ils ont peur de faire une compétition politique avec moi. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. Oui. Voilà. Elle est devant l'histoire. En tout cas, l'Afrique est secouée par un tas de problèmes. Et en fait de problèmes, il y en a d'autres sur tribune africaine. On prend un autre sujet derrière cet élément. En février 2016, le ministre de l'Enseignement supérieur, Charles Famdongo, signait un traité qui faisait dire que le président de la République offrait 500 000 ordinateurs par mois à l'ensemble des étudiants du Cameroun. Pratiquement un an après, si ce n'est plus, on en est toujours à se demander où sont passés les ordinateurs du président. Et la question, je vous la pose. Monsieur Clément Moïfon, où sont passés les ordinateurs du président? Je vais ironiser, je vais faire comme Jacques Famdongo. C'est pas moi, c'est le chef de l'État. Ah bon? C'est ce qu'il a dit, un discours à un chef concurrent. C'est pas moi, c'est le chef de l'État. Vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui font. Vous savez, j'ai quand même la difficulté à parler de ce gouvernement. Vous savez pourquoi? Ordinateur que vous aviez promis aux étudiants en juillet dernier. Oui, c'est bien le président de la République qui les a promis. Ne me donne pas un pouvoir que je n'ai pas. Alors, nous faisons tous confiance au chef de l'État. Actuellement, ces ordinateurs sont en train d'être fabriqués en Chine et ils viendront en 2017. Encore en train d'être fabriqués? Non, bien entendu, c'est aussi simple que ça. Lui-même il est perturbé. Cela veut dire qu'il n'y aura pas le président de la République n'est jamais perturbé. Non, pas le président. Le président de la République dit une chose et les autres mettent en pratique. Oui, c'est tout. Mais actuellement, on ne vous dit même pas comment ça va se passer. Moi, j'aurais pensé qu'on puisse nous dire que pour l'année, puisque au moins l'office du baccalauréat, on sait qu'avec l'office du baccalauréat, les résultats sont exacts. On dit, bon voilà, cette année, il y a peut-être 50 000 étudiants, pardon, 50 000 élèves qui ont eu le baccalauréat. Et qui vont passer Et c'est à eux qu'on va donner les ordinateurs. Chaque année, on peut le faire comme ça sur 10 ans. Mais essayer de faire 50 000 étudiants qui ont eu le baccalauréat, pardon, 50 000 élèves qui ont eu le baccalauréat, multiplié par 10, ça fait exactement 500 000 ordinateurs. Est-ce que sur chaque année scolaire, il faut un ordinateur? Non. Bon, de toutes les façons, puisque vous parlez sans arrêt du ministre de l'Éducation supérieure, on va suivre exactement ce qu'il avait dit à la question que lui a posée un confrère d'une chaîne concurrente. C'est vous qui l'avez dit, Clément Moïfo. Suivons le ministre de l'Enseignement supérieur. À Jacques Famdongo, question directe. Où sont les 500 000 ordinateurs que vous aviez promis aux étudiants en juillet dernier? Oui, c'est bien le président de la République qui les a promis. Ne me donne pas un pouvoir que je n'ai pas. Alors, nous faisons tous confiance au chef de l'État. Actuellement, ces ordinateurs sont en train d'être fabriqués en Chine et ils viendront en 2017. Encore en train d'être fabriqués? Non, bien entendu, c'est aussi simple que ça. À Jacques Famdongo, question directe. Où sont les 500 000 ordinateurs que vous aviez promis aux étudiants en juillet dernier? Oui, c'est bien le président de la République qui les a promis. Ne me donne pas un pouvoir que je n'ai pas. Alors, nous faisons tous confiance au chef de l'État. Actuellement, ces ordinateurs sont en train d'être fabriqués en Chine et ils viendront en 2017. Encore en train d'être fabriqués? Non, bien entendu, c'est aussi... En notre âme et conscience,
que nous avons des amphis qui n'ont pas de connexion. Parce que quand vous allez dans les amphis, les gens se rapprochent auprès du rectorat pour avoir la connexion. Vous allez donner les ordinateurs aux enfants et ils vont... Les gens n'ont pas de bourse. Il fallait mieux privilégier les enfants ou, à un certain moment donné, subventionner même la pension des enfants sur 2 ans avec cette... En vague d'aller se faire, d'être recruté dans ces petites moyennes entreprises. Mais que le président de la République nous dise qu'il va donner 500 000 ordinateurs et qu'on évalue en fait que c'est un emprunt et que nous allons rembourser. Que nous allons rembourser. Des ordinateurs qui, après coup, peuvent être revendus par ces ordinateurs sans que personne ne se rende compte. Distribués comme des petits bouts de pain. Je me dis peut-être un moment, ces conseillers se sont réveillés. Ils ont dit que non, attention, c'était mal pensé. Ah bon? On en est là. C'est possible. Pourquoi ça met si long? C'est possible. Vous savez, en politique, on ne croit... Si vous croyez au mot des hommes politiques, c'est tant pis. À ceux qui croient au mot des hommes politiques, c'est de la propagande. C'est quand même le président de la République qui fait une offre publique sur la télévision nationale. La perfection n'est pas de ce monde. Le peuple est infaillible. La perfection n'est pas de ce monde. Il peut se rendre compte après qu'il avait tenu un discours et que le discours n'était pas cohérent. C'est-à-dire que ses conseillers lui disent après, monsieur le président, franchement, vous avez fait une erreur en proposant 500 000 ordinateurs aux étudiants. Ce n'est pas un projet qui peut aboutir. Mais je dis, Famdongo aurait eu le courage de le dire. De dire, franchement, quand il dit nous faisons confiance au chef de l'État, il veut faire comprendre aux gens que le chef de l'État a fait l'erreur. Alors, il pouvait dire non, nous avons estimé en notre âme et conscience que nous avons des amphis qui n'ont pas de connexion. Parce que quand vous allez dans les amphis, les gens se rapprochent auprès du rectorat pour avoir la connexion. Vous allez donner des ordinateurs aux enfants et ils vont... Les gens n'ont pas de bourse. Il fallait mieux privilégier les enfants ou, à un certain moment donné, subventionner même la pension des enfants sur 2 ans avec cet argent-là. Par exemple. Je crois que... Oui, par exemple. Je crois que ça devrait faire... C'est un ouf de soulagement aux parents que certaines tirent le cheval par la queue pour pouvoir payer la scolarité de leurs enfants à l'université. Alors, si à un certain moment donné, on se rend compte, il n'y a pas eu honte à faire mea culpa. Si à un certain moment donné, un individu se rend compte qu'il a fauté, autant mieux dire qu'il a fauté. Vous faites comme Fillon, on fait en France. Oui, seuls les imbéciles ne changent pas, comme dit quelqu'un. On peut revoir cette stratégie. Au lieu de donner les 500 000 ordinateurs, vu déjà qu'il y a chaque année à l'université, il y a une prime pour le président qui donne 50 000 francs aux meilleurs étudiants. Qu'est-ce qu'on pouvait? Et pour ce faire, le président Robert Mugabe a mis les grands plats dans les petits. Au détail, son anniversaire a coûté 92 kilos de gâteaux, 50 000 invités pour bien parler de ça, et quelques 5,2 millions de nos francs. Ça se passe en Afrique. Et ça, c'est important de le dire. Il devrait peut-être rester au pouvoir, parce qu'en Afrique, Clément Moefo, le pouvoir n'a pas d'âge, certainement. Un homme politique, ça ne quitte pas. Ça ne va pas en retraite. Je peux dire comme ça qu'un homme politique ne va pas en retraite. Moi, je n'ai pas un problème d'âge pour les hommes politiques, franchement. Mais j'ai un problème de gouvernance. Vous savez, si dans notre pays, nous on avait quelqu'un qui avait un siècle, comme je rendrai hommage un jour au père d'Henri Dekwa et Bongo Anatole qui a 106 ans, je dirais, mais monsieur, restez, si vous pouvez diriger le Cameroun, si vous avez la capacité de diriger le Cameroun et que les Camerounais vont vaillamment à leur occupation et qu'ils mangent bien, qu'ils se vêtissent, qu'ils travaillent et qu'il n'y a pas de problème, personne ne verra l'âge d'un individu. J'ai dit personne. Les gens commencent à voir l'âge parce qu'il y a des défaillances. On se dit, moi qui vous parle, mon père a 91 ans. Il est bien vivant. Il est bien vivant. Alors, on se dit, est-ce que ce n'est pas son âge qui pèse sur lui? Pourquoi? Parce qu'on sent que la machine est grippée. Oui. Alors, dans le cas de Mugabe, vous ne pouvez pas, Mugabe c'est un révolutionnaire. Oui, la fameuse réforme agraire qui a fait jaser tous les Européens. Qui a fait jaser tous les Européens. Et vous savez que... Pas seulement, on l'a placé sur embargo, les États-Unis avec toute l'Europe, il y a encore. Et vous savez que c'est justement à cause de ça, c'est à cause qu'il était là, les Sud-Africains se sont posé des questions. Et vous savez que Mugabe était aussi quelqu'un, c'était l'un des compagnons de Mandela dans la lutte de l'apartheid. Alors maintenant,
dépenser comme ils dépensent, moi je trouve que c'est un peu excessif pour un pays comme le... Et si ce n'est pas excessif, Janou, dites-moi C'est un peu comment excessif. est-ce qu'on peut qualifier ça? C'est excessif, ouais. Some seated near us who have also compiled your notes on how you propose to do. Your Excellency. Il a lancé un signal fort aux chefs d'État africains qu'on peut résister aux Occidentaux. Okay? Exactement comme le colonel Kadhafi avait fait jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Et quand Clément tout à l'heure le disait, si vos missions sont payées par les Occidentaux, justement on va arriver à ce qui s'est passé en Libye. Parce que les missions de l'Union africaine, ces missions de l'Union africaine sont payées par les Occidentaux. Du coup, ils ne peuvent pas aller à l'encontre des décisions qui viennent de l'Occident. Okay? Mais un gars comme Mugabe, un monsieur comme Mugabe, il passe le temps à narguer les... Oui, à narguer. Et puis un sage. Et comme Clément le disait, l'âge. On tient compte aussi de l'âge. Okay? Mais sauf que Clément a dit une chose, et son contraire, il a dit l'âge n'est pas un problème. Oui, non, l'âge n'est pas un problème. Oui, c'est ce qu'il veut dire. L'âge n'est pas un problème lorsqu'on a une vision. Lorsqu'on peut dire qu'on a les possibilités et qu'on peut diriger et que maintenant ton peuple vit bien. Si vous êtes dans un état où votre chef d'État, malgré la vieillesse, il répond, sa population vit bien, pourquoi vous le retirez? Alors, mais si vous êtes dans un pays où votre votre président, l'âge pèse et qu'il pose déjà ce genre d'acte, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Autant mieux lui dire, bon voilà, monsieur le président, vous avez fait des bonnes actions, il ne faut pas que les mauvaises actions là viennent balayer les bonnes actions qu'on a fait. Sauf qu'on est quand même en Afrique. Hein. En Afrique, le contexte africain, c'est que un tiers des chefs d'État en poste en Afrique a au moins plus de 70 ans. Ça, c'est la statistique et c'est vrai. Autre chose, vous prenez cas par cas. Il y a le président Boari qui est sous soins intenses à ce moment à Londres. Ça, il y a un communiqué officiel qui l'a dit. Et il y a le président Bouteflika qui vit dans une chambre médicalisée depuis 2014. Est-ce que ça ne suffit pas pour comprendre que la chefferie en matière de président de la République en Afrique, c'est quelque chose... C'est beaucoup plus la vieillesse. Non, d'assez mythique, on ne quitte pas comme ça. Le seul problème d'âge ne suffit pas pour dire j'abandonne cette affaire-là. Je ne peux pas être d'accord. Je dis bien, si vous avez un certain âge et que vous dirigez bien, et que vous avez la bonne santé... Est-ce que vous êtes en train de faire le procès de malgouvernance à Mugabe? Oui, justement. Je dis, si vous avez un certain âge et que vous dirigez bien votre pays, personne ne doit voir ressortir votre âge. Vous savez, les derniers septennats de François Mitterrand, il avait un cancer de prostate. Hein. Oui. Il a fini son septennat. Il travaillait avec le radiateur. Voilà. Il a fini son septennat étant malade. Lambert Ondoa. Nous disons merci également à la directrice des programmes Samira Telli. Nos invités de ce matin, c'était M. Clément Mouefo. Il faut qu'on vous appelle comme ça. C'était un habitué des plateaux. Et j'avais également sur ce plateau Serge Yanouf. C'était un ingénieur financier. Dimanche sera un autre jour. Et dimanche, une autre tribune africaine. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, dites aux voisins que vous avez regardé cette émission. Merci.